Pendant 30 ans, Joseph Staline, l'homme d'acier, a régné sans pitié sur l'Union soviétique. De tous les tsars, c'est lui qui a créé le plus grand empire. Jamais la Russie n'avait connu un dirigeant aussi puissant. Il remporte la palme des atrocités perpétrées par la race humaine. Voici l'histoire d'un homme issu d'un groupe de révolutionnaires fanatiques dont la quête du pouvoir absolu transformera tout un peuple. Staline a connu la Russie des charrues en bois et l'a laissée avec des armes atomiques. Pour accéder au progrès, le leader soviétique assoiffé de sang utilisera la famine, l'esclavage et les exécutions. Pour lui, les gens n'avaient pas plus de valeur que des rats. Pourtant, aujourd'hui encore, certains de ses concitoyens l'idolâtrent et considèrent qu'il a fait de la Russie une superpuissance. Pendant 300 ans, la dynastie Romanov règne d'une main de fer sur la Russie. Mais une défaite écrasante lors de la Première Guerre mondiale et des problèmes économiques affaiblissent Nicolas II, le tsar à la tête du pays. La Russie est au bord de la révolution quand en octobre 1917, le parti communiste bolchevique envahit le palais d'hiver et s'empare du pouvoir. Guidé par le chef révolutionnaire Vladimir Lénine, le nouveau gouvernement marxiste se retrouve confronté à une guerre civile. Pendant la guerre civile, la révolution bolchevique a dû lutter pour subsister. Cernée et assaillie par ses ennemis, elle s'est retrouvée contrainte à l'extrémisme, la terreur et la brutalité. Parmi les hommes qui aspirent au plus haut poste au sein du régime de Lénine, se trouve le futur dictateur soviétique, Joseph Staline. En fait, ces gens voulaient être président, commissaire du peuple, ou à la défense, ou encore aux affaires étrangères, un poste prestigieux. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Staline allait tous les éliminer. L'homme qui deviendra Staline, Joseph Djougashvili de son vrai nom, n'est même pas russe. C'est un Géorgien, né dans la plus grande pauvreté en 1878, à la frontière de l'Empire russe. Il devait mesurer 1,62 m. Il était petit et n'aimait pas ça. Dès le départ, il souffrait du complexe de Napoléon. Il voulait être le numéro 1 et n'admettait jamais ses torts. Il avait toujours raison et croyait énormément en lui-même. Le jeune Joseph reçoit une excellente éducation dans un séminaire orthodoxe russe. Sa mère veut qu'il devienne prêtre. Mais il a d'autres ambitions. Au séminaire, Staline est d'abord devenu athée. Puis il s'est mis à étudier les travaux de Marx. Philosophe social allemand et auteur du Manifeste communiste, Karl Marx fait fureur dans les cercles radicaux européens. Ses écrits font naître dans l'esprit de Staline la possibilité d'une révolution contre le régime tsariste. C'était un jeune homme brillant, à la recherche d'une cause à défendre. Un peu comme ceux qui rejoignent Daesh aujourd'hui. Et il a choisi la cause communiste. À 20 ans, Staline quitte le séminaire pour devenir activiste politique au sein du mouvement illégal des marxistes géorgiens. Renverser le tsar est une tâche périlleuse. Sa police secrète, l'Okhrana,
traque les révolutionnaires. La vie des conspirateurs marxistes était particulière. Il fallait changer de nom en permanence, déménager souvent et avoir de brèves liaisons amoureuses sans jamais revoir la personne. Ils n'avaient confiance en personne. Rempli d'idéalisme, Staline adopte le nom de code Koba pour faire référence à un Robin des Bois géorgien. Il commence à embrigader les ouvriers dans les usines pour déstabiliser le régime tsariste. Il est allé à Batoumi, un terminal pétrolier dans la mer Noire, où des milliers d'ouvriers travaillaient. Staline a immédiatement initié une série de grèves. C'est ici, à Batoumi, qu'il côtoie la mort pour la première fois. En 1902, les grévistes s'opposent aux autorités. La police ouvre le feu, faisant 15 morts et de nombreux blessés. Staline s'en sort indemne. Il s'occupe des blessés. Le bilan humain est le dernier de ses soucis. En réalité, il apprend une leçon qu'il n'oubliera jamais. Pendant la grève, il a eu une révélation. Il se dit que la violence est la solution. C'est ce qui transformera la Russie et fera progresser le mouvement révolutionnaire. La violence physique est essentielle. Les activités de Staline ne passent pas inaperçues. Il est invité à rencontrer le grand chef du mouvement, Vladimir Lénine, l'homme qu'il considère comme l'aigle des montagnes de la Révolution. C'est Lénine qui enseigne à Staline la pratique de la terreur. Lénine voit en Staline une figure loyale qui est dévouée à la cause définie par Lénine et un homme prêt à se salir les mains. Lénine confie à Staline une mission importante, récolter des fonds pour la Révolution. Il se rend dans la cité portuaire florissante de Bakou, peuplée de barons du pétrole fortunés et située à bonne distance du centre du pouvoir tsariste. Il rejoint alors la pègre et se met à escroquer les capitalistes. Staline dirigeait un gang surnommé le Costume, une bande très hétéroclite. Il dirigeait plusieurs bordels. Il agresse les gens et les violente. Il dévalise des banques, trempe dans la contrefaçon et le racket. Pour Staline, la loi n'a aucune importance. Les vies humaines non plus. Il faut faire le nécessaire. C'est le principe clé du léninisme. Il faut accomplir le nécessaire sur le moment, peu importe les conséquences. La seule chose qui compte est la révolution. Staline est désormais la cible numéro 1 de la police secrète du tsar. Mais il est encore loin du psychopathe meurtrier qu'il deviendra. Il tombe amoureux d'Ekaterina Svanidze, la sœur d'un camarade communiste. Il l'épouse en secret. Elle était ce que les Géorgiens appellent une baba, une femme d'intérieur qui s'occupe du confort domestique. Ekaterina lui donne un fils, Yakov. Quelques mois plus tard, elle meurt du typhus. À la mort de sa première femme, Staline est complètement dévasté. Il déclare « À sa mort, tous mes sentiments envers l'humanité ont disparu.
Elle adoucissait mon cœur de pierre. Staline se referme sur lui-même. Il décide de ne plus jamais ouvrir son cœur à quiconque. Un principe dont il se servira pour accéder au pouvoir. En 1906, le régime du tsar Nicolas II est en péril suite à une vague de grèves, au chaos économique et à une révolution avortée. Le tsar fait une concession à la démocratie en instaurant un parlement, la Douma. Le parti bolchevique de Lénine obtient quelques sièges tout en poursuivant sa lutte illégale contre le système. Staline est recherché. Il passe des années en prison et en exil. Son ami, Roman Malinovski, devient le leader des bolcheviks à la Douma. En 1912, Staline met un terme à son exil et se rend à la capitale pour y installer une base opérationnelle. Il rend immédiatement visite à son ami Malinovski. Staline apprécie Malinovski et lui fait confiance. Grave erreur. En réalité, Malinovski était un agent secret tsariste. Malinovski est l'agent double le mieux payé de toute l'histoire de la police secrète du tsar. Il invite Staline à un dîner de collecte de fonds. Et Staline accepte volontiers. Malinovski devait être un excellent acteur, car l'Okhrana avait organisé une réunion et orchestré une mise en scène pour ne pas éveiller les soupçons de Staline. Le dîner est un piège. Il est trahi par un membre du parti bolchevique et condamné à l'exil. Il emporte avec lui la conviction profonde qu'il a fait confiance à un traître. Cette trahison a un impact retentissant sur Staline. Il se convainc que même ses proches et les communistes les plus loyaux sont capables de le trahir. L'histoire avec Malinovski explique pourquoi Staline ne fera plus jamais confiance à personne. N'importe qui, même le chef du parti bolchevique à la Douma, peut être un agent secret et un traître. Staline est rongé par la rancœur. Il est envoyé en exil en Sibérie, aux frontières du cercle polaire. Il est ignoré par ses collègues communistes qui, cette fois, ne l'aident pas à s'évader. Staline a dû ressentir beaucoup de colère face à cet accueil et à la trahison de ses camarades. Il n'était pas considéré. Il s'est senti humilié, rabaissé. Staline a dû ressasser ce sentiment et imaginer sa vengeance. Je suis plus important que ce qu'ils croient et je vais leur montrer. Pendant 4 ans, Staline se trouve coincé dans un désert glacial et son cœur devient aussi dur et froid que la nature environnante. Il y avait très peu de nourriture et chaque nuit, les loups venaient chercher les restes à manger. Les loups qui rôdent hanteront Staline jusqu'à la fin de ses jours. Il dessine régulièrement des loups affamés, tout autour de la page, leurs dents acérées. Churchill dira plus tard qu'il lui faisait penser à un loup. Mais ce n'est pas une métaphore anodine. Staline avait quelque chose de carnassier. Quand les bolcheviks s'emparent du pouvoir en 1917, Staline retourne à la capitale pour trouver sa place dans le nouveau gouvernement communiste de Lénine. Il est armé d'un état d'esprit brutal, résultant de ses années de lutte. La violence n'est pas un simple moyen, c'est une fin en soi. On ne gagne qu'en écrasant l'ennemi.
le futur tyran abandonne son nom de naissance et devient officiellement Joseph Staline, ou l'homme d'acier. Il est l'un des bras droits de Lénine et rejoint le comité central du Parti communiste. Mais il n'est ni le plus âgé, ni le plus populaire. Lorsque Lénine distribue les rôles, les rivaux de Staline, plus aguerris, obtiennent toujours les meilleurs postes. Il n'avait pas le niveau d'intellectualisme universitaire de Lénine et de Trotsky, ce qui devait le complexer. Le charismatique Léon Trotsky, qui feint de ne pas reconnaître Staline lors d'un meeting, obtient les affaires étrangères et l'armée rouge. Trotsky a commis l'erreur de snobber Staline, sans savoir qu'il allait lui en vouloir au point de l'écarter et même de le détruire. Lev Kamenev, le professeur devenu révolutionnaire, se voit confier Moscou et devient l'adjoint de Lénine. Les intellectuels marxistes traditionnels méprisaient Staline. Ils ignoraient totalement de quoi il était capable. Admiratif de ses capacités organisationnelles, Lénine confie à Staline un rôle administratif, celui de secrétaire général du Parti communiste. Personne ne voulait de ce poste de secrétaire général qui semblait sans intérêt. Alors que Trotsky et Kamenev tiennent le devant de la scène, Staline doit se contenter de gérer la paperasse. Il travaille en coulisses, pendant que ses rivaux récoltent toute la gloire. Cependant, il réalise rapidement que le secrétaire général détient les clés du pouvoir. Le secrétaire choisit qui viendra aux réunions, qui en sera informé et quel sera l'ordre du jour. La nouvelle Union soviétique est gérée par des comités. Avoir la main sur leur organisation permet de tout contrôler. Progressivement, il décide des nominations et, ce faisant, il place ses alliés à différents postes clés. Or, obtenir la majorité au comité central permet de se hisser au sommet. Pendant que Lénine et son équipe rapprochée sont occupés à diriger un pays marqué par des années d'oppression et de guerre civile, Staline construit ses appuis et attend son heure. Il prépare sa vengeance contre les intellectuels prétentieux qui l'ont snobé. Si vous aviez pris un malin plaisir à humilier le camarade Staline, vos jours étaient comptés, sans aucun doute. En 1924, Lénine, le chef incontesté de la Révolution, meurt d'une hémorragie cérébrale. Staline fait partie des leaders du parti, qui portent son cercueil jusqu'à sa dernière demeure. Mais une personne importante manque à l'appel. Léon Trotsky. Le secrétaire général ne l'a pas convié. Staline envoie sciemment la mauvaise date pour que Trotsky manque l'enterrement. Et comme il ne vient pas, tout le monde s'interroge sur sa loyauté envers Lénine. En l'absence de Trotsky, c'est Staline qui prononce l'oraison funèbre. Camarade Lénine, nous te devons tout. Camarade Lénine, nous te sommes dévoués. Camarade Lénine, comme pour affirmer sa filiation. Le plan de Staline fonctionne. Bien qu'officiellement simple secrétaire général, il a réuni suffisamment d'alliés pour revendiquer la succession de Lénine. Désormais, il peut s'occuper de ses rivaux. À commencer par Léon Trotsky. Il a patiemment manigancé l'éviction de Trotsky pour son plaisir personnel.
Trotsky est banni de la capitale. Il hurle et se débat en chemin vers la gare. Trotsky est chassé hors du pays et se retrouve au Mexique. Staline finira par envoyer un agent pour l'assassiner. Lorsqu'il célèbre en grande pompe ses 50 ans, 5 ans après la mort de Lénine, Staline est tout-puissant. Bien qu'il ait gardé l'humble titre de secrétaire général, dans les faits, il règne sur l'Union soviétique. Malgré une décennie de régime communiste, le pays reste désespérément archaïque. Staline décrète que la Russie a besoin d'une bonne dose de marxisme implacable. À commencer par le secteur agricole. Staline était convaincu que la paysannerie russe était improductive et qu'elle pouvait être remplacée par des tracteurs, ce qui a mené à ses premières mesures véritablement meurtrières. En 1929, il retourne les paysans pauvres contre les propriétaires agricoles, les koulaks. Les ennemis appartenant à cette classe doivent être exterminés. Lorsque Staline donne l'ordre de liquider la classe des koulaks, c'est la première fois qu'un État ordonne légalement d'assassiner massivement ses propres citoyens. Ils n'étaient que des rats. Il fallait exterminer la vermine. Ensuite, au nom de leur libération, Staline oblige les paysans à travailler dans de grandes fermes collectives. Pour accélérer l'industrialisation rapide de la Russie, il confisque les céréales pour les vendre à l'étranger et nourrir les ouvriers dans les villes. Les films de propagande dépeignent le triomphe des fermes collectives. Mais la réalité est tout autre. La production s'effondre et la famine se répand dans toute l'Union soviétique. Staline avait sûrement prévu qu'il y aurait une famine, mais pas qu'elle emporterait près de 10 millions de personnes. En 1933, toute la Russie du Sud est en proie au cannibalisme. C'était la pire famine de toute l'histoire et provoquée sciemment. Staline se moque des morts dans les campagnes. Ils sont le prix à payer pour sa révolution. Staline a dit « La mort d'un homme est une tragédie. La mort d'un million est une statistique. » Un bolchevique tel que Staline, et il en était fier, était capable de rester insensible. Et il avait dit à Lénine « Ma main ne tremblera pas. » Dans les villes, la famine est censurée. Mais la nouvelle commence à s'ébruiter. Un soir, au Kremlin, Staline assiste à une réception avec sa seconde femme, Nadia. Il ne voulait pas que sa famille et ses proches soient au courant. Ils auraient considéré cet anéantissement de la classe paysanne comme une trahison de leurs idéaux. Nadia a entendu des rumeurs sur l'étendue de la famine. Ils se sont regardés à table, puis elle s'est levée et elle est partie. Elle était très contrariée. Plus tard, dans sa chambre, elle écrit une note condamnant Staline.
Elle trouvait qu'aucune des mesures de Staline n'était appropriée. Elle n'était pas d'accord avec la collectivisation et l'annihilation des classes paysannes. C'était certainement très difficile de dire à Staline qu'il avait tort. Cette nuit-là, Nadia se donne la mort. Pour Staline, son suicide n'est pas une tragédie, mais une trahison. Personne n'avait le droit de critiquer ce qu'il faisait ou ce qu'il disait. Or, elle avait commis l'irréparable pour signifier qu'elle n'était pas d'accord avec lui. Ça l'a mis hors de lui. Il aurait déclaré « Elle est partie en ennemi ». Officiellement, Nadia a succombé à une appendicite. Privé de cette influence féminine, Staline devient de plus en plus isolé et paranoïaque. La période des grandes purges est sur le point de commencer. En janvier 1934, Joseph Staline réunit le grand corps décisionnaire en Union soviétique, le Congrès du Parti communiste. C'est la plus grande réunion de dirigeants soviétiques depuis 4 ans. L'un des participants est son fidèle partisan, Sergueï Kirov. Kirov se considère comme un ami de Staline. Le secrétaire général l'a d'ailleurs nommé à la tête du parti de la région de Leningrad. Cependant, le leader paranoïaque trouve que Kirov est devenu trop populaire auprès des délégués du parti. Suffisamment pour devenir un futur rival ou trahir la révolution, comme Malinovski. Kirov est une menace de par sa popularité au sein du parti. Staline craint qu'il ne prenne l'ascendant. Il n'a rien à craindre en 1934, mais il a peur. Staline n'a que faire de l'amitié et de la loyauté, surtout si son pouvoir est menacé. Si Kirov est une menace, il faut l'éliminer. Pour un révolutionnaire, c'est aussi simple que ça. Le 1er décembre 1934, Sergueï Kirov entre dans son bureau à Leningrad. À l'époque, sa mort est un scandale et un mystère. Personne ne sait que la mort de Kirov fait partie du plan machiavélique de Staline. L'assassinat de Kirov permet à Staline de s'imposer en tant que chef absolu. Le leader du parti en profite pour se débarrasser d'un coup de tous ses vieux rivaux. Le meilleur moyen, c'est de faire une purge. Et pour cela, il doit démontrer que ses ennemis jurés sont responsables de la mort du bien-aimé Kirov. Pour commencer, il fait arrêter l'ancien adjoint de Lénine, Lev Kamenev, et ses partisans. Il les accuse de traîtrise et d'avoir orchestré la mort de Kirov. Seul problème, Kamenev est un membre du parti aussi respecté qu'irréprochable, aux côtés de Lénine depuis le début. Il doit prouver aux soviétiques que ces accusations sont vraies, parce que leur culpabilité est inimaginable. Ils ne peuvent pas être antisocialistes, anti-marxistes et anti-léninistes depuis le début. Pour crédibiliser ces accusations absurdes, Staline a besoin d'aveux. Kamenev et d'autres dirigeants du parti sont escortés de la prison jusqu'au Kremlin, où il leur fait une offre qu'ils ne peuvent pas refuser. Si vous acceptez votre sort et dites ce que le parti veut entendre, je vous promets que votre famille ne souffrira pas.
Voulez-vous que votre famille souffre? Évidemment, ils obtempèrent pour les protéger. Grâce à leurs aveux, Staline envoie Kamenev et 15 autres membres du parti devant un tribunal. La presse étrangère est invitée au procès. Elle a suivi les simulacres de procès avec beaucoup de satisfaction. Tout était parfait, les accusés sont passés aux aveux devant une cour attentive et bienveillante. Le plan de Staline fonctionne à merveille. Son vieux rival Kamenev et les autres conspirateurs présumés sont fusillés. Ils mettent en scène 2 autres simulacres de procès pour les membres historiques du parti. Les délégués plus modestes sont simplement arrêtés et exécutés. Il élimine plus d'1 millier de dirigeants du parti présents au Congrès. Et en 2 ans, sur les 45 membres du comité, le Politburo, il n'en reste plus que 11. La Grande Purge élimine tous ceux qui pourraient s'opposer au pouvoir de Staline, y compris plus de la moitié des hauts dirigeants militaires. Il était le dernier survivant après la mort de Lénine. Personne ne pouvait contredire sa version de la révolution dans les années 1920-1930. Ils étaient tous morts. Malgré l'épuration, Staline a toujours peur. Il reste un témoin de ses échecs. Le peuple soviétique. Ils sont des millions à avoir vécu la révolution et les années qui ont suivi. Ils pourraient se souvenir de la vérité. Il faut désormais les forcer à oublier. Après la Grande Purge, place à la Grande Terreur. La redoutable police secrète de Staline, le NKVD, prédécesseur du KGB, est chargée de nettoyer le pays de tous ces traîtres. Il cible des hommes à arrêter qu'il appelle les limites. Il y en a dans chaque ville et dans chaque province. Peu importe qui ils étaient, ils abattaient par quota. C'était la procédure chez les bolcheviks. 5 000 ici, 10 000 par là. Un quart des exécutés sont fusillés sur le champ. Staline signe personnellement l'ordre d'exécution des membres importants du parti. Staline coche 44 000 noms et y appose ses initiales. Il commente racaille, catin, bienfait. Il y prend un malin plaisir. À ce moment-là, on peut dire que c'est un psychopathe incurable. Le tyran soviétique ne s'arrête pas à la population adulte. Il veut saper toute velléité de résistance. Il s'attaque donc à l'unité sociale la plus fondamentale, la famille. Les enfants apprennent qu'ils sont avant tout les enfants de Staline, puis de leurs parents. Si leurs parents étaient suspects, les enseignants leur demandaient de les dénoncer. Il y a ainsi des centaines d'histoires d'enfants ayant trahi leurs propres parents. Face à l'acharnement de Staline, la société s'effondre. Tout repose sur la peur. En instillant la peur et la méfiance au cœur de la société, tout est possible. Au moins 700 000 personnes sont exécutées. Des millions sont envoyés dans des camps de travail forcés, les goulags. Personne n'ose envisager de défier l'autorité de Staline. Il est devenu le tsar de l'Union soviétique.
Mais en dehors du pays, un nouvel ennemi s'élève. Adolf Hitler est le seul homme capable de rivaliser avec l'absence d'empathie et d'humanité de Staline. Et il est déterminé à éradiquer le communisme. Pourtant, en 1939, Staline signe un accord avec Hitler. Un partage d'influence dans l'Europe de l'Est et un pacte de non-agression. Staline n'avait confiance en personne, mais il a fait confiance à Hitler, parce qu'il a vu en lui un leader, un grand dirigeant. Il pensait qu'en s'alliant, l'Union soviétique et l'Allemagne pourraient conquérir le monde. Même après l'invasion de la France en 1940, Staline se croit à l'abri et ne pense pas qu'Hitler voudra se battre sur deux fronts. Il a tort. Pendant l'été 1941, Staline a le premier véritable choc de sa vie. Hitler lance l'opération Barbarossa et envahit la Russie. Les chars nazis s'élancent vers Moscou lors d'une avancée dévastatrice. La première semaine, plus de 100 000 hommes sont capturés. Staline se retrouve soudain face au combat de sa vie. La Panzer armée d'Hitler traverse la Russie à pas de géant. Joseph Staline, le leader suprême, est sidéré. Il se retire dans sa datcha, sa maison de campagne. Il s'assoit face à un mur dans sa datcha près de Moscou et refuse de commenter les nouvelles. Il a été pris d'une dépression et n'a rien fait pendant 3 semaines. Alors que les chars allemands approchent de Moscou, une délégation d'adjoints de Staline trouve enfin le courage de lui parler. Il était très secoué. Il a dit « Nous allons perdre l'État fondé par Lénine ». Il était à 2 doigts de paniquer. S'il était resté figé encore 2 ou 3 jours, empêchant les soviétiques de répliquer, il aurait pu perdre la guerre. Ils lui ont dit « Camarade Staline, nous avons besoin de vous et de votre commandement. » Puis il est revenu, il a retrouvé ses esprits et a repris les rênes du pays. De retour au sommet, Staline cherche à contrôler la guerre. Il interfère et interdit aux généraux de battre en retraite, même quand c'est militairement justifié. Staline est un expert en massacre d'innocents. Mais il ne sait pas comment mener une véritable guerre. Il perd de multiples armées, une division après l'autre. Alors que les nazis envahissent d'énormes territoires russes, des centaines de milliers de soldats soviétiques sont massacrés. Ce n'est qu'au bout d'1 an ou 2 que Staline a appris à laisser l'armée faire son travail et à lui fournir des chars. Cependant, Staline n'est pas prêt à renoncer à sa dureté. Son fils aîné, Yakov, combat sur le front. En juillet 1941, il est capturé par les Allemands. Ils pensaient qu'avec ce trophée, ils pourraient négocier la libération de généraux allemands en échange de Yakov. L'homme d'acier montre à Hitler à quel point il est impitoyable. Staline répond qu'il n'échange pas un général contre un soldat, ce qui impressionne énormément les Allemands. Yakov finira par mourir en se jetant contre les barbelés électrifiés.
Yakov figure parmi plus de 20 millions de citoyens soviétiques tués lors des combats contre les nazis. Pour leurs dirigeants, ils ne sont qu'une statistique de plus. Malgré des débuts difficiles, l'arrivée de l'hiver et l'extraordinaire bravoure des troupes permettent aux Russes de renverser la situation. Tous ceux qui ont envahi la Russie, à part les Mongols, ont commis l'erreur de ne pas croire les prévisions météo. Napoléon ne l'a pas cru, Hitler non plus. Or, les généraux janvier et février sont les plus redoutables de l'armée russe. L'armée soviétique repousse lentement les nazis, kilomètre après kilomètre, à travers l'Europe de l'Est. Les forces d'Hitler sont laminées. Le 2 mai 1945, les troupes russes prennent Berlin. La guerre est terminée. Mais un nouveau conflit est sur le point d'éclater. Été 1945. Staline rencontre le président américain Truman et les premiers ministres britanniques Churchill puis Attlee pour discuter des modalités de la paix. Les leaders occidentaux espèrent un âge d'or et la fin définitive de la guerre. Mais Staline cache bien son jeu. Plus personne ne pourra envahir l'Union soviétique, car il va conserver chacun des territoires conquis par son armée. Après 5 longues années de guerre, l'Ouest n'est plus en capacité de s'y opposer. Il a bien sûr consenti à des élections démocratiques, mais comme disait Staline, peu importe les électeurs, c'est le décompte qui est le plus important. Et c'est lui qui s'en occupe. Staline érige le rideau de fer. 90 millions de personnes aspirant à l'indépendance se retrouvent sous le joug de l'idéologie stalinienne. C'est le début de la guerre froide. Lors des célébrations du 70e anniversaire de Staline, son ombre plane sur un empire allant de l'Europe de l'Est jusqu'à Kamtchatka. En plus des 180 millions de soviétiques, 90 millions d'habitants dans des contrées envahies d'Europe de l'Est se retrouvent asservis à Staline. À la moindre contestation, la grande terreur est appliquée dans chaque territoire. Staline était tout-puissant. Il était sûrement l'homme le plus puissant au monde à ce moment-là. La guerre froide durera près d'un demi-siècle. Le dictateur soviétique a désormais des problèmes cardiaques et sa santé décline. Il est devenu moins actif avec l'âge et a commencé à perdre le contrôle. Les choses lui échappaient. C'est la vie, mais il n'y était pas préparé. Il passe de plus en plus de temps dans ses datchas, à jardiner. Mais il est toujours aussi paranoïaque et à l'affût de la moindre menace. Il se tourne alors vers un nouvel ennemi. Vers la fin de sa vie, il est devenu de plus en plus antisémite. L'abominable traître Trotsky, Bronstein de son vrai nom, était juif. Et Lev Kamenev avait un père juif. Staline avait un point commun avec Hitler, la méfiance envers les Juifs. Il pensait que leur absence de loyauté envers une patrie en faisait de parfaits espions. En janvier 1953, Staline lance une nouvelle purge. Il fait arrêter les grands médecins du pays pour trahison et conspiration contre les dirigeants soviétiques. C'est ce qu'on appellera le complot des blouses blanches. La plupart des accusés sont juifs. Ils sont enlevés et torturés pour obtenir des aveux. Staline ordonne « Battez-les encore et encore jusqu'au coup fatal. Il me faut des aveux. »
Un des médecins est porté à l'interrogatoire sur une civière. Il a tellement été battu qu'il ne pouvait plus marcher. Selon certains historiens, Staline préparait une purge massive des Juifs soviétiques. Staline avait déjà approuvé la construction de 4 nouveaux camps de concentration en Extrême-Orient. On suppose que ces camps de concentration étaient destinés aux Juifs. Pourtant, cette dernière purge n'aura pas lieu. Le 1er mars 1953, le père des peuples est seul dans sa chambre. Il était sur un canapé. Il avait beaucoup bu. Il aurait souffert d'une crise cardiaque. Il serait alors tombé sur le côté avant de balbutier pendant 1 à 2 heures. L'homme le plus craint de Russie gît seul pendant près d'1 journée. Personne n'ose entrer dans sa chambre. Ses adjoints trouvent enfin le courage d'intervenir. Ils trouvent Staline étendu dans sa propre urine, mais n'osent toujours pas toucher son corps. Ils sont là, terrorisés devant son corps. Et quand une femme de ménage apparaît, elle se fraye un passage en les poussant, baisse les yeux et dit « Il est mort, allez !» avant de passer l'aspirateur. À l'annonce de la nouvelle, l'Union soviétique est accablée par le chagrin. Beaucoup ont du mal à imaginer que Joseph Staline, le père adoré de la nation depuis 30 ans, est mort. Pendant 3 jours, la dépouille du tyran est exposée à Moscou pour que des millions de gens puissent lui rendre hommage. Lors des funérailles de Staline, le peuple a le sentiment que l'homme fort qui dirigeait le pays est parti, en laissant derrière lui des incompétents qui vont se battre et anéantir le pays. Malgré 30 millions de morts et des décennies de cruauté, la propagande en faveur de Staline a convaincu l'imaginaire collectif qu'il est l'incarnation du meilleur de la Russie soviétique. Dans toute la presse et les médias, on loue et on exalte le nom de Staline. Le moindre manuel scolaire, la moindre pièce de théâtre, quel qu'en soit le thème, doit évoquer la grandeur de Staline. Il était devenu le soleil. L'État et Staline ne formaient plus qu'un avec l'Union soviétique. Sans lui, l'URSS était perdue. D'une certaine façon, Staline a transplanté la religion dans laquelle il avait été élevé et l'a transférée au socialisme. Il était devenu le dieu du prétendu paradis qu'il avait bâti pendant près de 30 ans. Le nom de Staline devient une prière que les gens récitent. Même après sa mort, la puissance destructrice de Staline perdure. 500 personnes meurent écrasées par la foule endeuillée. La violence de Staline en fait l'un des personnages les plus terrifiants de l'histoire. C'était un homme cruel. Pour lui, la liberté et la vie humaine avaient peu de valeur. Staline a triomphé dans la mesure où le système qu'il a créé a continué pendant 50 ans. Aujourd'hui encore en Russie, des gens se souviennent de son époque et affirment que malgré ses erreurs, l'Union soviétique n'aurait pas existé sans la politique de Staline. De nombreux éléments de la pensée stalinienne sont encore vivants de nos jours. Si nous ne mesurons pas l'importance de notre démocratie libérale, alors il y aura un autre Joseph Staline.